Et donc, on va continuer cet après-midi sur l'ETP avec les outils présentés par David Berthelon. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, l'ont déjà eu comme formateur en ETP. Donc bonjour. Ouais. Je sais pas, vous m'entendez mieux comment? Avec ce micro ou comme ça? Ça va? Le micro sera peut-être plus facile pour vous. Ok. Donc merci à vous pour votre invitation. J'espère que je serai à la hauteur des intervenants précédents que j'ai pas particulièrement apprécié. Donc on m'a demandé d'intervenir sur les outils de l'ETP. Au début j'ai dit oui, puis après je trouve que c'était quand même un peu large, mais on va essayer de faire un panorama de ces fameux outils d'ETP, qui sera peut-être une façon du coup pratique de pouvoir décliner les principes auxquels on a pu, que Brigitte a pu rappeler. Alors en patient, nous on est une petite boîte, agence conseil, on est dédié, enfin notre fer de lance c'est l'empowerment des patients, donc c'est le pouvoir d'agir des patients. Et on accompagne à la fois les professionnels de santé, mais aussi les associations de malades, pour développer des outils, des ressources qui aident les personnes à s'approprier les enjeux de leur situation, tout simplement. Le pouvoir d'agir, c'est aussi de pouvoir tout simplement prendre le temps de s'approprier les enjeux, et le temps du patient n'est pas toujours le temps de la clinique. Donc il y a la nécessité de se projeter sur des outils d'information et d'éducation patient. Alors j'ai essayé de passer en revue c'est quoi les outils de l'ETP et puis comment les élaborer. Peut-être les deux questions, mais vous verrez que comment les élaborer, ça sera assez rapide. Donc je vais un petit panorama des outils. Alors ma première idée, c'était de dire que l'outil c'est quand même super précieux parce que c'est ce qui va rendre visible des fois des choses qui sont invisibles. C'est-à-dire, je prends un peu cette image de l'iceberg, de dire que l'outil d'ETP, c'est la partie immergée de l'iceberg, mais que finalement, le plus important, souvent, c'est quand même plutôt la relation de l'intervenant avec le patient qui va compter, mais ça n'empêche qu'il peut avoir un pouvoir d'attractibilité de l'outil, un pouvoir d'attention, un pouvoir de dire tiens c'est sérieux ce truc-là parce qu'il y a un outil qui va pouvoir ça peut aider à prendre conscience d'enjeux qui sont autrement cachés pour le patient. Alors j'ai repris là-dessus en généralité les fameux critères de qualité de l'ETP qu'on vous a déjà rabattu un petit peu dans les deux présentations précédentes, mais en tout cas de dire que voilà, pour que programme il y ait, il faut qu'il y ait une équipe pluridisciplinaire. J'ai essayé de mettre un peu à droite aussi qu'est-ce qu'il faut pour réussir un outil. C'est vrai qu'un outil, ça peut être aussi créer un outil, un projet d'équipe. Et ce qu'on va essayer de retenir dans l'élaboration de ces outils-là, c'est justement d'être dans la pluridisciplinarité et de s'engager aussi avec les patients. Dans les critères de qualité de l'ETP, on l'a dit tout à l'heure, il y a la formation, mais ce que je vous montrerai tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi, du coup, côté formation, en tout cas côté catalogue, il y a des outils qui peuvent exister dans l'ETP. C'est pas une mallette sans fin, il y a quand même des outils qui sont quand même bien connus et qui convient peut-être des fois juste d'aller visiter pour dire tiens, est-ce que cette catégorie d'outils serait pas utile pour moi par rapport à mon objectif de séance. L'importance du partenariat, donc ça c'est dans l'ETP, mais je soulignerai l'importance dans la création d'un outil de la co-construction avec les patients. Co-construction, ça veut vraiment dire qu'ils sont partie prenante dès le démarrage, dès les réunions de travail, c'est-à-dire que quand on va créer un outil, on réunit l'équipe pluridisciplinaire, mais pourquoi pas des patients qui vont nous donner des informations sur qu'est-ce qu'eux pensent de l'outil. Alors j'ai mis compétences en majuscule. C'est vrai que la colonne vertébrale d'un parcours d'ETP, c'est les compétences patients qu'on va travailler, mais par analogie, dans les outils, ce qu'on va essayer de travailler, c'est des objectifs relativement clairs. C'est-à-dire, est-ce que, là j'ai 3 catégories d'objectifs qui me sont venus en tête, est-ce que ça va être d'accompagner le patient dans une résolution de problème ou dans l'apprentissage de nouvelles connaissances ou d'un geste technique? Autre catégorie d'objectifs pour les outils, est-ce que ça va permettre de visualiser les différentes étapes d'une séance de TP? Parce qu'on verra que dans une séance de TP, il peut y avoir une étape dite d'état des lieux, une étape d'apprentissage, une autre étape d'échange sur les solutions pour aboutir à des prises de décision. Finalement, on peut trouver des outils qui, à ces différentes étapes de la séance, peuvent exister. Ou il y a une autre catégorie d'objectifs qui m'est venu en tête après, du coup, c'était aussi tout ce qui était de l'ordre des suivis d'activité, évaluation des progrès, ce que disait par exemple tout à l'heure M. Hamon, sur le fait que vous avez, c'est un peu intéressant quand même de mettre en place des outils qui permettent de suivre la traçabilité de vos parcours éducatifs. Mais le maître mot quand même des outils, ça va être si possible d'être le plus possible interactif et attrayant.
bon, je crois que j'ai à peu près dit ce que Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, pour moi, voilà, les 4 catégories d'outils, et je me suis dit qu'ils étaient quand même un peu nombreux. C'est la première catégorie, ça va être de créer des flyers d'information, de dire, voilà, nous, on a un programme de TP, mais comment est-ce qu'on informe les patients que ce programme existe? Donc, voilà, c'est un peu le processus de recrutement, on va dire. Ensuite, il y a les supports qui sont utilisés dans le diagnostic éducatif ou le bilan éducatif partagé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir envisager de développer ou pas dans mon programme. Après, il y a tout ce qui est les supports d'animation de séances, et puis il y a les séances individuelles ou collectives, il y a 2 catégories. Et enfin, tous les outils de recueil de données, de traçabilité, de transmission, d'évaluation. Par exemple, le dossier éducatif dont parlait M. Hamon. Donc je vais essayer de reprendre ces 4 catégories d'outils pour vous faire part d'idées qui me semblent importantes. J'espère que vous partagerez ces points de vue, autrement on pourra bien sûr en débattre tout à l'heure. Alors sur les outils d'information, pour moi les enjeux, c'est véritablement de pouvoir attirer, expliquer et convaincre les patients que participer à un programme de TP, il y a une plus-value. Et franchement, quand vous regardez les programmes ou quand vous regardez les flyers qui sont faits, des fois j'ai des doutes. Là je suis un peu polémique, mais un de mes chevaux, enfin, une chose que je défends un petit peu, c'est d'éviter les mots techniques. Éducation thérapeutique, c'est des termes qui font peur aux gens. Donc, c'est-à-dire que venir à des séances d'éducation thérapeutique, je pense que Eric pourra l'illustrer d'une autre façon que moi, mais en tout cas, faire une affiche en disant « venez à des séances d'éducation thérapeutique », ça fait venir personne. Ou ça fait venir éventuellement des gens qui sont déjà comme vous et moi, c'est-à-dire qui ont compris quelle était la plus-value. Mais trouver un nom de programme, donc c'est vrai qu'on avait réfléchi dans les Mickey, avec du Mickey à un certain nombre de choses, mais trouver un nom qui soit accrocheur et qui puisse permettre d'illustrer quelle est la plus-value à venir à des séances. La perspective patient, quand même, c'est que pour la grande majorité d'entre nous, quand on est malade, moins on y pense, mieux on se porte, et que déjà venir aux consultations, c'est déjà un effort, mais alors me faire revenir à des séances pour qu'on me dise comment que je dois faire, ça ne m'attire pas beaucoup. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à faire des informations qui permettent vraiment de rendre attrayant quelque chose qui ne l'est pas, parce que c'est des efforts, parce qu'on vit déjà avec le fardeau de la maladie, mais en plus, il faudrait que je vienne assister à des séances. Alors que si on dit vraiment que ces séances, elles sont véritablement là pour vous aider, pour faciliter votre quotidien, faire en sorte que vous repartiez des séances avec des journées plus allégées, plus simples à vivre, et que c'est vraiment ça l'objectif sur lequel on s'ancre, je pense que ça peut être vendeur. Mais il faut vraiment revoir la façon dont on peut présenter les choses pour ce fameux recrutement. Tout en bien sûr expliquant les parcours, les objectifs, le consentement, mais bon. Mais surtout les bénéfices. Quel va être le bénéfice pour le patient à venir? Vous faire plaisir, ça ne suffira pas. Mais vraiment, qu'est-ce que moi je pourrais... voilà. Je n'ai pas d'exemple de flyer, mais j'en aurai d'autres dans les autres. Ensuite, donc, la catégorie des outils de diagnostic éducatif ou de bilan éducatif partagé. Donc, comme le disent les textes, l'enjeu, c'est le bilan des acquis et des besoins éducatifs. On dit comme ça ne veut pas dire grand-chose. Mais véritablement, c'est plutôt créer... Enfin, pour moi, le synonyme, c'est faire un état des lieux. C'est-à-dire où en est la personne par rapport à la gestion de sa maladie au quotidien, qu'est-ce qui la préoccupe, qu'est-ce qu'elle aimerait mieux faire, un état des lieux. Il y a quand même 2 outils qui sont quand même fondamentaux, mais surtout la posture. C'est-à-dire que, vous l'avez dit tout à l'heure, Brigitte l'a dit avec des questions ouvertes, racontez-moi, je ne sais plus comment vivez-vous, que ressentez-vous, mais vraiment de se dire, là on est dans une démarche plutôt de communication sur les techniques d'écoute active, d'entretien centré sur la personne. Expliquez-moi qui vous êtes, comment vous vivez les choses, comment vous ressentez les choses. Ça va être ça, principalement l'outil. Alors on peut faire des guides d'entretien, c'est pas mal au début, pour pouvoir se rappeler les questions, mais ça va être surtout la reformulation, les questions ouvertes, essayer d'approfondir les préoccupations de la personne pour essayer vraiment de se dire, lui, ce qui le préoccupe le plus dans la maladie ou dans la gestion de sa maladie, aujourd'hui, c'est ça. C'est le travail, c'est l'observance, enfin, qu'importe, mais qu'on mette vraiment le doigt sur les préoccupations fortes de la personne, et ça va être par les techniques d'entretien, pas forcément d'outils. Ça va ?
Bon, je vous ai quand même illustré d'autres façons peut-être aussi de questionner, donc des outils qui sont connus justement dans du Mickey, donc l'étoile 5 santé, d'inviter les personnes à réagir sur le fait que dans une maladie chronique, on peut être impacté sur les 5 sphères de bien-être. C'est-à-dire pour être en bonne santé, il faut être dans un bien-être physique, psychologique, affectif, sexuel et social, que des fois on est impacté sur d'autres domaines et que ça peut être juste une porte, enfin une perche tendue pour que la personne puisse exprimer des préoccupations qui lui tiendraient à cœur sur un de ces axes-là du bien-être. Un autre outil, là qui est plutôt dans l'évaluation de compétences, donc ça c'est dans les maladies rares, un outil et qui permet juste de dire voilà, qu'une cible compétence, vous voyez peut-être pas très bien, mais c'est de 0 à 4, où le patient peut se dire par rapport à telle ou telle problématique, je sais à peu près où je ne sais pas bien me débrouiller. Est-ce que je sais, par exemple, est-ce que je connais en haut à droite le réseau de prise en charge médicale? En plus à droite, est-ce que je sais me relaxer ou gérer mes états émotionnels, etc. Ça permet juste à la fois de présenter les thèmes des séances, parce que ces 8 cadrans représentent les thèmes des 8 séances que le patient peut demander, et juste de se positionner de 0 à 4, est-ce que c'est acquis ou pas acquis. On est déjà dans l'évaluation des compétences, mais qui peut être utilisé en diagnostic éducatif. Et puis d'autres trucs qui sont vraiment là sur la vie avec, que vous devez connaître peut-être cette carte, puisque dans la mucoviscidose, je pense que certains d'entre vous, voilà, mais voilà des différents axes ou les différentes sphères de vie d'une personne pour dire voilà comment ça se passe à l'école, ou les loisirs, ou les voyages, ou le concert. Pardon ? Et il y a le jardin secret, il y a l'amour, et les soins, en haut, au centre. Et là aussi, c'est ouvert, on met ça devant la personne. Le but, c'est qu'on puisse voir quel est le lieu que la personne a envie d'aborder en premier, mais aussi, pourquoi pas, passer en revue les autres lieux en disant « mais vous ne m'avez pas parlé de ça, qu'est-ce qui se passe quand vous allez à la pharmacie ou quand vous allez à un concert ?» Donc voilà pour les outils diagnostiques éducatifs. Après, donc, les outils d'animation de séance, c'est là où on a quand même le plus de choses. Mais là, je vous ai juste remis le schéma quand même à garder. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les outils, ça peut être utilisé à différents temps de l'apprentissage. Je vous rappelle que pour l'acquisition de nouvelles connaissances, il faut d'abord partir des connaissances préalables des personnes, apporter des nouvelles connaissances, donc déjà partir de la connaissance antérieure. Donc il faut des outils, des fois tout simplement pour évaluer où est-ce que vous en êtes dans vos connaissances. Enfin, ça peut être un quiz ou autre chose, mais d'évaluer les connaissances avant que moi j'apporte des compléments d'information. Parce qu'on va greffer des informations sur les connaissances préalables. Mais le plus important, c'est que ces nouvelles informations, quel sens la personne va lui donner. Ok, maintenant j'ai tout compris sur le tube digestif, qu'est-ce que j'en fais? Quelle va être l'utilité de ça? Donc a priori ça serait déjà mieux qu'il soit venu en séance de TP en disant je vais aller à la séance de TP pour mieux comprendre le tube digestif parce que j'ai besoin d'expliquer à je dis n'importe quoi, à mes professeurs parce qu'ils ne comprennent pas. Donc déjà la personne vient avec un objectif, mais elle va être d'autant plus attentive que le tube digestif. Ce qui va l'intéresser elle, c'est comment je vais traduire ça pour le professeur à qui je dois expliquer mes symptômes. Et ça sera bien de connaître les différentes parties du tube digestif, mais ça sera encore mieux qu'on l'aide à formuler au fait comment vous allez le dire à votre professeur que vous avez telle maladie ou pas. Donc le sens véritablement que les personnes vont avoir. Et donc, pour l'enjeu d'une séance, on retrouve ces 4 enjeux-là. État des lieux, des connaissances, des représentations, des ressentis. Pourquoi pas, bien sûr, des temps d'apprentissage avec des nouvelles explications. Le sens qu'on veut donner aux choses, l'échange sur les applications concrètes et aboutir à des prises de décision qui, je vous le rappelle, en tout cas, ces prises de décision peuvent être évaluées dans le temps. Est-ce qu'elles sont mises en application ou pas? Et que tout ça, on est quand même plutôt, moi, ce que j'appelle dans la relation d'aide, c'est-à-dire qu'on aide les personnes à trouver leurs propres solutions. Et vous avez été nombreux déjà à souligner l'émulation que les pairs peuvent représenter, c'est-à-dire que les autres patients, c'est-à-dire qu'une solution auquel moi je n'ai pas pensé, ou que moi j'aurais, mais ça va être les autres patients qui l'ont. Donc pour les outils, la boîte à outils, je vous en parlais tout à l'heure. Donc il y a des classiques, le diaporama interactif si possible, classeur imagier, donc vous savez c'est ce qu'on va appeler le chevalet, où on va avec les planches anatomiques, où des fois on va pouvoir expliquer un certain nombre de choses aux patients. Bien sûr les brochures d'information, des cartes médicaments qui vont présenter
les effets indésirables, les modalités de prise. Les cartes de mise en situation, ça c'est des outils qu'on va beaucoup développer dans l'ETP, qui permettent juste d'évaluer face à ce problème-là, si jamais un jour vous êtes confronté à ce problème-là, quelles solutions vous envisagez, et on propose un certain nombre de solutions aux personnes avec des bonnes et des mauvaises réponses, sachant que, je dirais, c'est un peu comme l'école des fans, il n'y a jamais de perdant. Ce qui va être important, c'est toujours l'échange, c'est ce que va retenir la personne. Parce que même une mauvaise réponse, ce n'est pas forcément une mauvaise réponse en soi, mais c'est ce que va retenir la personne qui va être intéressant. Le planning de prise, hein, des tableaux aimantés où on va pouvoir faire une frise, par exemple, ou reconstituer une anatomie, ou quand je dis une frise, par exemple, c'est sur les étapes de l'auto-injection. On dit, voilà, enfin, je sors le truc du frigo, je nettoie la peau, enfin, il y a plein de trucs. Il faut le remettre dans l'ordre avec les magnets, ça peut être intéressant, mais il y a bien d'autres façons de le faire. Le photolangage, on va utiliser des images pour pouvoir aborder des sujets qui tiennent à cœur aux personnes. Le journal de bord, on va noter des éléments sur une durée plus ou moins longue, 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour aider les personnes à prendre conscience des symptômes ou des situations dans lesquelles ils sont mis en difficulté pour pouvoir après échanger avec les soignants. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Il y a la poupée de Christie. Les poupées anatomiques, la manipulation de médicaments. On va faire des séances avec des boîtes de médicaments ou des aliments factices pour trier, par exemple. On peut utiliser aussi des fois des trucs tout bêtes, mais des trousses, c'est-à-dire vous partez en voyage, qu'est-ce que vous mettez dans votre valise, et puis les gens sélectionnent. Alors ça peut être des photos, mais ça peut être tout simplement des objets. Des DVD, donc des témoignages, et puis toute la collection des jeux, on va dire, j'allais dire les jeux collectifs, mais enfin bon, vous connaissez les 7 les 7 familles, c'est-à-dire on va classer dans différentes familles, ou le jeu de loi, c'est-à-dire que c'est un parcours avec un dé, vous tombez sur telle case, il y a des questions sur les connaissances, vous tombez sur une autre case, c'est les conduites à tenir, ou vous faites le Pictionary, genre le fromage alimentation, le fromage gestion du stress, le fromage, enfin, vous avez des questions par catégorie qui vous permettent juste d'aborder des sujets de façon un petit peu ludique avec les patients. Ça va? J'en oublie sans doute, mais bon, j'ai essayé de... Et voilà, tout ce que je voulais dire encore tout à l'heure, c'est que voilà, cette boîte à outils, elle n'est pas extensible non plus, mais ça peut être intéressant de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on peut développer. Là, c'était juste une autre diapositive, mais je vais peut-être... où là j'avais remis dans les colonnes à droite et à gauche les outils qu'on peut utiliser soit en séance individuelle, soit en séance collective par rapport aux différents temps d'une séance. Donc il y a beaucoup plus de choses par exemple dans le collectif sur les outils d'animation pour créer un groupe, comment on va se présenter les uns aux autres. Quand on a un individuel, c'est vite fait hein, la présentation. Donc, voilà. Mais après, il y a le temps d'état des lieux où on peut, voilà, comment est-ce qu'on va faire un état des lieux des connaissances, des représentations ou des ressentis des personnes ou de leurs attentes. Il y a des outils voilà, qui sont des fois tout simples, hein, c'est de lister les attentes sur le paperboard, voilà, ça n'a pas besoin de grand-chose, j'ai besoin d'un feutre, mais il y a des fois des choses plus élaborées avec un photolangage ou avec des quiz ou des choses qui permettent de faire un état des lieux de là où en est votre patient ou votre groupe de patients. Je vais vite parce que je sais que le temps est... Ça va Après, donc, sur l'apprentissage, on se retrouve à peu près sur les mêmes choses. Ça peut être des diaporamas, là aussi le paperboard, faire des schémas, des vidéos, les cartes de mise en situation qui permettent quand même de faire le point sur les connaissances utiles des personnes. Et en collectif, on peut aussi, dans l'apprentissage, travailler aussi sur les sous-groupes. Parce que je vous rappelle que l'intérêt aussi du collectif, c'est qu'en tant qu'animateur, l'expertise, c'est le groupe qui l'a, c'est pas vous qui l'apportez. Et donc, si vous arrivez à la faire remonter par sous-groupe, on a juste à faire enfin, on garde juste le timing, grosso modo. Mais l'essentiel va être dit, on va juste distribuer à la fin des résumés, mais on est beaucoup moins dans l'apport d'informations quand on réussit justement à la faire émerger par les participants du groupe. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Voilà, mais encore une fois, le plus important,
il faut que les outils aussi aboutissent à ça, c'est que les gens, comme disait Brigitte tout à l'heure, puissent repartir en disant, en sortant de séance, je suis capable de dire quelles sont les habitudes alimentaires que je vais changer, c'est-à-dire qu'est-ce que concrètement je vais faire chez moi quand je reviens, ou comment je vais gérer mon stress, ou mieux dormir, mais vraiment que concrètement, les gens repartent avec des applications concrètes. Ça montre leur capacité de décider et ça montre qu'ils sont dans un souci de résolution de problèmes et c'est ces décisions-là qu'on va évaluer dans le temps. Donc un diaporama qui va vous expliquer le tube digestif en long, en large, en travers et que tout le monde ne va pas avoir le temps de faire et qu'à la fin de la séance, ça se termine juste sur vous avez tout compris sur le tube digestif. C'est sympa, mais ça n'aide pas du tout les personnes à s'approprier ce qu'ils vont en faire et la décision qu'ils peuvent être amenés à prendre. Tous autant qu'on est, on est tous assistés à des cours très intéressants, mais si on ne se pose pas après le cours pour écrire la façon dont on va le digérer ou qu'est-ce qu'on va en faire, bah, on a passé un bon moment, mais ça s'arrête là. Donc il faut quand même plutôt intégrer ça dans le temps de séance, s'il vous plaît. Donc je vous ai illustré après le portfolio Edumiki adulte que certains d'entre vous connaissent peut-être ici, mais voilà, sur un état des lieux sur la gestion des douleurs au quotidien quand on souffre de Mickey. Donc c'est une fiche qui essaye de reprendre les différents temps d'une séance avec l'expression par le patient de ce qui le préoccupe dans la gestion de ses douleurs, des questions d'appel aussi, une mise au point sur les informations clés. Et puis moi aujourd'hui et mes ressources mobilisables, c'est tout un échange sur comment moi aujourd'hui je vais pouvoir peut-être mieux gérer mes douleurs. Là, et si possible aboutir à une prise de décision. Il y a d'autres outils qu'on avait développés donc, chez les ados. Donc là, je fais référence, je crois qu'il y a 12 ou 13 cahiers, je ne sais plus, dont un, comprendre ma maladie. Mais l'idée, encore une fois, c'est d'être dans l'interactivité, de rendre les choses un peu attrayantes, mais surtout d'aider les personnes à clarifier voilà, qu'est-ce que représente pour eux la maladie. Donc par exemple, un portrait chinois. À quoi servent les intestins et puis des affirmations pour vérifier si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais vraiment être dans une interaction autour des connaissances, le but étant de corriger ou compléter les connaissances qui seraient insuffisantes et puis surtout de trouver du sens que l'enfant pourrait, dans le sens dans lequel l'enfant pourrait traduire. Et un dernier outil qu'on a fait avec Christine dernièrement, qui est le Kit Mickey Life, c'est ça, avec des outils de photolangage, donc il y a à peu près une quarantaine d'images qui vont inciter l'ado à pouvoir choisir un élément qui le préoccupe. Donc là, on reconnaît la vie avec les traitements, là c'est la fatigue, là c'est les prises de tête avec les autres, là c'est l'amour. Mais bon, il y en a 40 qui vont inciter dans le diagnostic éducatif ou autre, par exemple, à sélectionner des situations qui tiennent à cœur à l'enfant. Et puis aussi, on a créé des jeux de cartes autour des mises en situation. Là, j'ai plus de 5 selles par jour et je suis invité à une soirée. Que dois-je faire? 5 réponses et au dos des cartes, vous avez soit le smiley qui correspond avec, même malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, tout est bon, toute réponse est bonne. Ce qui va être intéressant, c'est l'interaction qui va émerger à la suite du choix de telle ou telle solution par la personne. Donc voilà pour les outils d'éducation, mais je peux que trop vous encourager aussi à aller voir. Il y a un très beau catalogue qui est sorti de l'IREPS Pays de la Loire sur l'ensemble des outils d'ETP. Voilà, parce que quand on anime une séance, il y a déjà des trucs qui existent sur la fatigue dans le diabète. Des fois, ça peut être tout à fait transposable dans d'autres outils. Enfin, il y a notamment des compétences psychosociales, vous savez, les fameuses compétences d'adaptation ou autres. Vraiment, je vous recommande chaudement ce PDF, enfin ce document, parce que c'est une belle mine d'outils. Donc là, on est dans les outils d'animation. Je vais terminer sur les outils de recueil de données, donc les fameux dossiers à remplir, avec peut-être 4 enjeux, la traçabilité des parcours, la traçabilité de l'activité, le suivi des progrès des patients et l'évaluation du programme. Donc la traçabilité des parcours, c'est important quand même, parce que un patient donné peut être amené peut-être à rencontrer plusieurs intervenants. Ça peut être vous qui faites le diagnostic éducatif, mais un de vos collègues qui va animer la séance comprendre la maladie, un autre qui va animer la séance fatigue ou autre. Et donc il faut quand même qu'il y ait un outil commun où on puisse dire, voilà, j'ai vu monsieur X tel jour, il est venu à la séance. Mais voilà, donc on va créer ce qu'on appelle un dossier éducatif
c'est très compliqué parce que comment est-ce qu'on le mêle au dossier médical avec toute la sphère enfin, tout le débat qui est actuellement sur le dossier médical. Mais par exemple, à la PHP, à ma connaissance, on n'a toujours pas de dossier éducatif partagé. Mais on a une traçabilité de l'activité. Comment il s'appelle déjà le truc, hein? OVET. Merci. Donc voilà, le dossier éducatif, c'est souvent une version papier qu'on va essayer de se transférer au sein de l'équipe pour pouvoir suivre le parcours éducatif de chaque patient. La traçabilité de l'activité, c'est souvent un fichier Excel ou OVET. C'est juste de dire, voilà, aujourd'hui j'ai animé une séance, il y avait 7 patients qui sont venus, ça durait 1h30, mais c'est juste pour qu'à la fin de l'année, on puisse appuyer sur un bouton et dire toutes les séances qu'on a animées, tout le temps qu'on a passé là-dessus, le nombre de participants, etc., les moyennes. Enfin bon. Donc un fichier Excel peut suffire, mais il y a des choses qu'on peut créer, peut-être plus intelligentes, autour de la traçabilité de l'activité. Dans le suivi des progrès des patients, alors ça peut être dans le dossier éducatif ou ça peut être à part, mais ces fameuses décisions prises en fin de séance, c'est important de les suivre et de les évaluer. C'est-à-dire, est-ce que la personne a été capable de prendre des décisions? C'est déjà un premier élément. Et puis 2, est-ce que les décisions prises à chaud étaient pertinentes dans le sens, est-ce que la personne a réussi à la mettre en pratique? Donc si je ne lui pose pas la question à la séance d'après ou 6 mois après, je ne sais pas. Donc il faut, voilà. Et puis pourquoi pas l'amélioration de ses compétences. On a fait la cible au moment du diagnostic éducatif de 1 à 4. Est-ce que les gens ont un score de compétences qui est amélioré à la fin du parcours éducatif? Et puis l'évaluation du programme. Donc là, c'est tous les questionnaires qu'on peut être amené à faire avant, pendant, après, à distance d'un programme, auprès du patient, auprès du médecin traitant, auprès de tout le monde. C'est à la fois la satisfaction, qu'est-ce que ça apporte en termes de plus-value, et puis bien sûr d'impact, et puis pourquoi pas aussi de respect du process. Donc voilà, donc, tout ça pour dire qu'on a des gammes d'outils quand même très variées, y compris dans le recueil de données. Ce n'est pas les trucs les plus sexy. Et encore, je vous ai passé les outils administratifs de demande d'autorisation ou les auto-évaluations annuelles, etc., parce que c'était déjà traité auparavant. Mais si vous n'avez pas ces outils-là, c'est plus compliqué de faire quoi que ce soit du reste. Ça va? Alors en conclusion, je dirais que moi, ce qui me semble fondamental, c'est encore une fois que les outils tout seuls, c'est pas forcément... mais vraiment la plus-value de le faire à plusieurs, y compris avec des patients, et d'aller benchmarker l'existant. Allez voir ce qui existe ailleurs, il ne faut pas se prendre... ce qui est pertinent, du bon sens, ce que vous arrivez à transposer. Vos outils, c'est clair que ce sera toujours mieux que celui du voisin, parce que c'est vous qui l'avez fait. Mais n'empêche que le voisin, il peut vous donner une bonne idée. Qu'il faut élaborer les outils, et là, les objectifs, le contenu, le visuel, ça peut prendre du temps. Il ne faut pas hésiter aussi d'avoir un support technique. Moi, un fichier Excel, c'est pas mon truc, hein. Enfin, si, à peu près. Mais créer les chartes graphiques, c'est pas... Donc, faire des outils tout seul, c'est un peu compliqué. On a besoin des fois de techniciens quand même pour pouvoir les développer. Et puis, il y a une phase de rodage, de test, et puis après, bien sûr, de diffusion. Et ça peut nécessiter aussi la formation de vos collègues. Parce que l'intérêt quand même de l'outil, c'est d'harmoniser les pratiques. Si tout le monde utilise le même outil, on est à peu près sûr que la séance de TP, elle est déroulée, a priori, selon des phases utiles. Si chacun y va avec son outil, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc les bénéfices des outils, c'est d'incarner l'ETP, si possible de fédérer les énergies, et je viens de le dire, d'harmoniser les pratiques pour pouvoir du coup les évaluer, et y compris évaluer nos outils. Voilà, donc moi je terminerai juste par une petite citation, pour dire que comme disaient nos parents, c'est à la qualité de l'outil qu'on reconnaît un bon ouvrier. Donc si vous voulez faire du bel ETP, il faut quand même avoir des beaux outils. Il me semble, et je le disais aussi tout à l'heure parce que c'est attractif. Si les gens vont avoir le sentiment de faire partie de quelque chose d'important, si en phase 2 on leur donne quand même des choses qui ont un peu de la gueule, quoi, qui disent que ça vaut le coup de passer du temps là-dessus. Si c'est griffonné sur un papier, c'est pas la même... ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, mais en tout cas ça peut se poser des questions là-dessus, d'avoir des beaux outils, ça peut être vendeur. Et puis demain, il y aura sans doute aussi les outils des séances d'éducation à distance. Mais ça ne sera qu'une déclinaison, à mon avis, de ces outils-là. Merci.
Merci David pour cette présentation. Puis c'est un petit peu le but de ces réunions, justement, c'est de pouvoir un petit peu partager et puis voir comment on peut faire pour mieux partager ces outils pour ceux qui font de l'éducation thérapeutique. Vous avez des questions ? Au nécessaire, on a des soucis, surtout des parents qui ne parlent pas français. On a des parents turcs, des parents maghrébins, et adapter des outils, c'est un peu difficile. Donc, on est obligé de passer par des interprètes. Souvent, c'est des cousins, cousines qui sont là depuis des années pour un peu cheminer vers l'éducation. Je n'ai pas du tout abordé cette dimension-là, hein, mais c'est vrai que l'accessibilité, tout simplement, des fois passe par l'accessibilité au français, donc d'avoir des interprètes. Mais une planche anatomique, on peut la traduire assez facilement. Enfin, mais il faut que les... Voilà, puis après, il y a la... Mais oui. Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont des expériences là-dessus. Je voulais faire un commentaire. C'est vrai que vous nous montrez des outils qui ont l'air magnifiques. Je crois que voilà, dans les Mickey notamment, il y a beaucoup de choses qui ont été développées. Dans les maladies rares, je parle du grêle court, je parle des pseudo-obstructions ou d'autres maladies, on voit bien qu'il y a des choses qui pourraient être utilisées parce que finalement un tube digestif c'est le même quelle que soit la maladie. Donc je pense qu'un des rôles de mardi justement c'est de pouvoir utiliser, voir ce qui est utilisable parce qu'en termes d'outils on est dans les maladies rares quand même on est assez pauvre. Je trouve en tout cas nous à Beaujon, je parle que de Beaujon, c'est ce que je connais, c'est mon centre. Alors que c'est évident que quand vous nous montrez ces outils, comme vous disiez, le bon outil, c'est le bon ouvrier. Bah, je pense que les ouvriers, on les a, hein, mais peut-être qu'on n'a pas les bons outils. Mais je pense que voilà, si on arrive un petit peu à fédérer par mardi et d'utiliser ce qui est fait ailleurs, je pense que ça va être quelque chose de très important, quoi. Et vraiment, il y a des bases de... Enfin, maintenant, Google ou n'importe quel moteur de recherche, si vous vous mettez, je ne sais pas, expliquer le tube digestif, je dis n'importe quoi, vous allez avoir sincèrement pas mal de ressources. La base de données dont je vous ai parlé, je vous encourage fortement à aller voir parce que moi-même, je découvre des trucs en disant, tiens, c'est vachement intéressant et on peut trouver des outils, enfin, des chaussures à son pied. Oui, il y a beaucoup de plateformes. Voilà, il y a beaucoup de plateformes régionales qui mettent en... Il y a beaucoup d'outils qui sont développés par des gens qui ont beaucoup de moyens parce que ce sont des maladies rares fréquentes, comme par exemple VLM pour la mucoviscidose. Il y a des outils très techniques, comme par exemple sur les soins, donc branchement de cathéter, etc. Bon, il faut les développer, bien évidemment, mais tout ce qui est... je dirais, la vie sociale, la vie sociétale, le vivre avec, etc. Mais c'est des outils communs à toutes les maladies chroniques. Donc on peut prendre dans la mucoviscidose des trucs qui vont servir dans d'autres maladies, parce que c'est exactement les mêmes questions. Si l'objectif de l'éducation thérapeutique n'est pas de répondre à un programme très formel pour qu'il puisse rentrer dans les clous de la labellisation, mais plutôt au second exposé de l'après-midi, eh ben, on a quand même besoin d'outils, parce qu'au moins ça permet de partager, je dirais, une ambition commune de faire participer nos patients à ce projet d'éducation et toute l'équipe soignante. Donc c'est des outils qui peuvent être piochés partout, absolument partout. Alors j'avais juste une question, c'est... Et je trouve que les gens de l'ETP sont très partageurs. Oui. Enfin, c'est pas ça fait partie de la philosophie. Bah, je crois. Comment dire vous avez bien dit qu'au départ, vous créez un groupe en fait pluriprofessionnel pour la création des outils. Et je pense qu'il faut, après ça, il faut créer un groupe qui n'a absolument pas participé à la conception pour le faire évaluer par quelqu'un qui n'a pas du tout... Comme quand on fait un PNDS, il y a des relecteurs. Donc là, c'est un petit peu pareil. Je pense que c'est bien d'avoir un avis de gens qui n'ont pas participé à la conception. Parce qu'on est toujours content de nos propres bébés. Hein. On les trouve toujours que c'est les plus beaux bébés du monde. Et puis des fois, sur des vieilles photos, vous ne les reconnaissez même pas d'ailleurs.
tellement ils étaient beaux. Alors, simplement pour dire, c'est que par exemple, nous, on vient de faire une vidéo animée justement sur la digestion, parce qu'effectivement, moi, souvent, les malades ne connaissent pas, mais ça, on peut le partager, par exemple. Simplement, le fait de mâcher 30 fois, comme on dit, c'est vrai que, effectivement, ça fait du bien. Et des vidéos animées, donc c'est quand même assez imagé aussi pour que tout le monde comprenne. Donc ça, c'est des choses aussi voilà, que l'on peut partager. Et je voulais revenir sur... vous disiez quoi juste avant? Parce que je voulais intervenir dessus. Qu'il fallait faire relire. Voilà, ah oui, c'est ça, ouais. C'est ce qu'on a mis aussi en place, nous, sur notre observatoire des MICI, c'est-à-dire qu'on a des cohortes de malades. Donc, c'est des cohortes de malades qui sont d'accord pour tester un médicament, pour tester un dispositif, mais aussi, là, on est en train de voir pour tester les applications, parce qu'effectivement, il faut qu'on ait aussi un retour des malades, ceux qui n'ont pas participé, pour voir concrètement est-ce que ça convient, en fait, à l'usage pour le malade. Ça, je pense, oui, c'est important. Oui, puis pour répondre un petit peu à Alain, il y a l'évaluation par des personnes hautes professionnelles, mais il y a l'évaluation des patients. À l'issue de certaines séances, ils le disent, ça c'était nul, ça c'était bien, et donc on s'adapte avec. N'oubliez pas le questionnaire. Très satisfaisant. Justement, il faut être critique pour être constructif, c'est ça Jean-Pierre? Il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Donc on va passer au topo suivant.